Vous écoutez les grands entretiens de la FAD, un balado du pôle d'expertise interordre en formation à distance. Les grands entretiens de la FAD rassemblent des personnes praticiennes et chercheuses qui s'intéressent à la formation à distance en enseignement supérieur. Pour discuter de l'hybridation, nous recevons aujourd'hui deux invités. Lucie Dionne, professeure-chercheuse à l'Université du Québec à Rimouski, ainsi que René Bélanger, technopédagogue au Cégep de Matane. Lucie se spécialise dans la formation professionnelle et la supervision de stages à distance et en mode hybride. Sa thèse de doctorat, complétée en 2024, portait sur la supervision de stages en enseignement professionnel dans les dispositifs de formation hybride. Bonjour Lucie. Bonjour Charlotte. René, pour sa part, est technopédagogue depuis plus de 10 ans au Cégep de Matane. Il est impliqué depuis plusieurs années dans divers réseaux québécois en formation à distance. Entre 2020 et 2022, il a participé à un projet de recherche sur la transition des enseignants du collégial vers les dispositifs hybrides de formation. Bonjour René. Bonjour Charlotte. Allô à vous deux. Merci d'être là pour discuter de formation hybride avec nous. Donc, j'aimerais d'abord qu'on commence par poser les bases. Donc, qu'est-ce que c'est que la formation hybride? Qu'est-ce qui distingue ce mode-là de formation, de la formation entièrement à distance ou entièrement en présence, la formation commodale? Donc, j'inviterais Lucie à se lancer. Merci. Puis en effet, c'est important de placer les bases puis de placer le vocabulaire. On va être certain de parler de la même chose quand on parle de formation hybride. Il y a des chercheurs qui la placent vraiment comme un objet frontière, à la limite de plusieurs réalités. Puis presque fourre-tout. Dès qu'on a deux choses, on dit que c'est hybride. Mais en fait, ça dépend beaucoup des organisations qui vont la définir pour se comprendre à l'intérieur de l'organisation. En anglais, on va parler de blended learning. Puis là, on rentre plein de choses à l'intérieur de ça, plein de dispositifs. Des fois même la classe inversée ou l'utilisation du numérique. Mais c'est pas tout à fait ça dans notre monde à nous, peut-être dans nos institutions, la formation hybride. Même si c'est malléable comme idée ou comme type de formation, il y a quand même un consensus autour de ce qui définit fondamentalement la formation hybride. C'est-à-dire que c'est une combinaison entre deux modes de formation et d'apprentissage. Il y a une part de formation qui est à distance et qui est réalisée grâce au numérique, alors que les personnes participantes sont physiquement séparées les unes des autres. Il y a une autre part de formation qui est davantage en présentiel, pas davantage, qui est en présentiel et qui correspond au mode plus traditionnel où les personnes participantes vont se rassembler dans un même lieu physique. Alors pour moi, quand on me parle de formation hybride, c'est vraiment l'image que j'en ai des cours ou des formations qui sont données à distance où tout le monde est séparé, et d'autres parts de formation qui sont données traditionnellement dans une salle de classe où la personne formatrice et les personnes apprenantes sont ensemble. J'aurais pris ici pour laisser René ajouter aussi, parce qu'on peut aller longuement sur la définition puis l'utilisation des mots pour décrire toutes ces réalités-là qui maintenant sont très présentes. Mm-hmm. Ben oui, merci Lucie. Effectivement, tu as mis les bases, puis pendant de nombreuses années, on se questionnait sur tous ces mots-là, puis qu'est-ce qu'on allait mettre là-dedans. Donc, j'ai aimé aussi l'importance, c'est-à-dire c'est au niveau local. Des fois, dans l'intérieur de notre institution, on se définit des mots pour bien se comprendre. Au Cégep de Matane, on a essayé évidemment beaucoup de modèles de téléenseignement. On inventait des mots à chaque fois, mais vraiment le dispositif, puis dépendamment comme le choix qu'on va faire, on pourra en parler plus tard, mais aussi le choix qu'on fait comme compétences qu'on veut développer au programme qu'on approche, mais le modèle hybride nous permet justement d'échanger un petit peu la partie présentielle, la partie à distance, puis c'est selon le design pédagogique qu'on va faire, qu'on va choisir cette modalité-là plutôt qu'un autre, puis avec des temps variables. Donc, des fois, la présence peut être plus grande que la distance, donc dépendamment des problèmes qu'on enseigne, puis aussi par rapport aux gens aussi, est-ce qu'ils sont loin ou ils sont proches? Il y avait une étude américaine qui parlait, dans le modèle hybride, les gens habitaient normalement environ 50 km autour
de l'institution. Donc ça va jouer un rôle aussi dans notre décision là, du modèle hybride qu'on va choisir. Puis évidemment, quand on parle dans la question du comodal aussi, le comodal, c'est une autre situation où nous, à Matane, on le fait, donc une salle en présence avec des étudiants qui se branchent à distance, où l'étudiant, des fois, peut varier, vient en présence au collège ou suit à distance, donc qui est un modèle un petit peu plus complexe là, parce qu'on fait 2 modalités là, en même temps. Mais pour l'hybride, là, je pense que c'est vraiment clair que la présence jumelée avec la distance pour le même parcours scolaire. Je pourrais continuer sur comodalité aussi, ou bien la distinguer d'hybride. On entend souvent parler aussi de bimodalité, comodalité, mais c'est ce qu'il faut retenir dans ces 2 termes-là, c'est que c'est en même temps. Distance, présence, mais en même temps. Il n'y a pas d'alternance entre les 2. Fait que moi, j'ai assisté, je suis superviseur de stage en enseignement professionnel. Fait que j'ai vu des enseignements se faire en comodalité dans la même salle de classe. Donc, c'est des personnes l'enseignant va être devant une classe. Souvent, on voit toute sa classe en René. Et il va avoir des gens en présentiel qui sont là et qui assistent au cours. Et à distance, des gens font exactement la même chose en même temps. Parfois, ils sont séparés, ils sont tous chez eux. Mais parfois aussi, ils vont être bisites ou multisites dans des sites déjà déterminés. Fait qu'il y a aussi plein d'ingénierie ou de dispositifs qu'on peut mettre en place pour faire du comodal. Mais quand on fait du comodal, on fait pas de l'hybride. On peut faire de l'hybride pareil des fois à travers tout ça. Ça dépend des dispositifs. Mais quand on dit, moi, j'enseigne en bimodalité ou en comodalité, c'est que tout le monde est là en même temps et font la même chose. Mais ils sont pas tous au même endroit. Est-ce que c'est généralement la définition qui est acceptée dans la plupart des établissements d'enseignement, là, ce que vous dites par rapport à la formation hybride? Est-ce que c'est encore un peu un mystère dans certains établissements ou est-ce que généralement c'est pas mal ce qu'on voit au Québec, là, la définition qui est acceptée? En fait, c'est ça, comme Lucie le disait, là, quand la littérature anglaise, blender learning, là, ça peut arriver, puis là, on a essayé de combiner tout ça un peu, puis il y a beaucoup de choses. Hein. Vous savez, quand on fait un design pédagogique, là, selon les réalités, on peut faire beaucoup de choses. Lucie a parlé de multisite, tout ça, donc deux campus qui enseignent, qui travaillent ensemble avec un enseignant. Il y a beaucoup de choses. Mais c'est sûr que au niveau du vocabulaire, avec le campus, le pôle d'expertise, en fait, on a essayé un peu de définir quand j'ai collaboré avec eux. Là, puis c'est sûr qu'à un moment donné, il y a beaucoup de... là, chez nous, on comprend ça quand on dit ce mot-là ou on comprend autre chose. Mais là, c'est un peu un consensus qu'on tente de faire sur l'hybridation puis la comodalité pour essayer un peu de... Sur un espace-temps, tu as le synchrone asynchrone qui peut embarquer là-dedans aussi. Ça fait que ça devient un peu complexe. Mais l'idée qu'on voulait définir les modes, c'est surtout aussi pour les étudiants qui s'inscrivent, pour comprendre exactement dans quoi qui vont s'inscrire. C'est un cours, je suis toujours chez moi ou je vais devoir me déplacer sur le lieu de l'établissement. Ça fait qu'il y a ça aussi qui avait l'intérêt de définir les termes. Pour ce qui est des termes, en effet, il y a comme ce sujet d'étude-là dans le monde anglo-saxon est quand même assez mature. Parce qu'en 2007, Allen et Seaman ont défini. Eux autres, ils ont donné des pourcentages pour essayer d'encadrer, de se donner des balises, pour dire, comment on définit la formation entièrement présentielle et sur un continuum, aller vers la FAD, la formation à distance officielle. Puis là, dire, on n'est plus dans l'hybride, on est vraiment soit en FAD ou en présentiel. Alors, ils ont dit qu'en formation présentielle, quand il y a 0% des contenus qui sont offerts à distance et que la présence du numérique est vraiment minimale, on est dans une formation présentielle. On pourrait penser là, à une formation très traditionnelle, puis il n'y a pas de contenus qui sont supportés par des environnements numériques. On est un petit peu papier-crayon. Puis je ne veux pas emmener de préjugés avec ça, là, mais c'est la définition qu'ils donnaient en 2007. Quand on arrive de 1 à 29%, ils parlaient, eux, d'une formation présentielle facilitée par le numérique. On n'est pas encore hybride, mais là, on peut avoir un plan de cours qui est supporté ou des documents qui sont supportés par un environnement numérique où ça va être déposé, mais il n'y a pas vraiment d'activités qui sont faites à distance par les personnes apprenantes. La grosse majorité des apprentissages sont réalisés dans la classe de façon quasi traditionnelle encore. Quand on arrive dans l'espèce de gros milieu, de 30 à 79%, c'est large, le rendu là, on parle de formation hybride, où là, il y a
plusieurs niveaux. Ce que René disait, en haut peut être plus présentiel ou plus distanciel, mais n'empêche qu'il y a une combinaison et il y a une alternance. Et là, il y a vraiment des activités réalisées à distance, d'autres réalisées en présence. Et là, on conjugue, on combine 2 modes de formation et d'apprentissage. Puis finalement, si on arrive dans le dernier 20 80 du cours est offert entièrement en FAD, formation à distance, ça, je vais leur préciser, après ça, je vais utiliser FAD, bien, il n'y a pas vraiment d'apprentissage réalisé en présentiel. Par exemple, donner un plan de cours au début d'un trimestre, avoir un examen mi-trimestre et fin de trimestre, ça ne fait pas une formation hybride. Ça fait juste des séances de présentation et d'évaluation présentielle. Pour le reste, les apprentissages sont faits à distance. Alors là, sur notre continuum, on va parler de formation à distance. Donc, il y a comme des repères qu'on peut utiliser et un vocabulaire qui va s'y associer. C'est facile quand on peut compter les séances, hein, quand on est synchrone. Une partie de cours à distance, une partie de cours présentiel, c'est plus facile de les compter. Quand on amène des dimensions asynchrones dans l'apprentissage, quand on est dans un contexte de supervision de stage à distance, où là, il faudrait vraiment comptabiliser les heures, ça devient plus difficile d'établir des pourcentages. Mais néanmoins, il y a quand même des repères. Donc, si entre 30 et soit 80% des cours sont offerts en alternance, à distance et en présence, ben on est en situation d'hybridation. Mm-hmm. Est-ce qu'il y a des avantages particuliers à la formation hybride? Par exemple, vous parliez de la distinction entre hybride et comodal tout à l'heure. Est-ce qu'on est juste dans le répondre à un besoin différent dans chacun des deux cas? Ou est-ce qu'on choisit la formation hybride pour ses avantages particuliers? Donc, René, peut-être? Ouais, ben ça dépend vraiment. En tout cas, pour chez nous, c'est vraiment selon la problématique ou le cours qu'on veut donner, pourquoi on choisit un modèle à distance et là, comment on peut le rendre à distance. Donc, c'est sûr qu'un des enjeux, entre autres, chez nous, ça va être la distance. Comme un cégep de région, mais évidemment, si on veut offrir un cours en formation à distance, le volet hybridation est beaucoup plus difficile à choisir parce que des fois, les gens sont à 800-900 km de l'établissement. Donc, on va parler, comme Lucie le dit, des fois, dans le 20 là, c'est qu'ils viennent pour des laboratoires, de la pratique, des semaines intensives. Je pense entre autres à l'École des pêches à Gaspé où les gens se déplaçaient une fois pour faire une série de manipulations avec les aquariums puis les systèmes qu'il y avait là-bas. Donc, l'hybridation peut être choisie comme ça, mais c'est toujours une question comme en soins infirmiers. Ben oui, on est en hybridation parce qu'on avait un campus qui était à 1 heure du cégep. Donc là, les étudiants, l'avantage qu'on avait, c'est que les gens, des fois, sont au travail, ont des familles, tout ça. Donc, on évite de faire des déplacements inutiles. Les gens vont rester dans leur milieu pour suivre leurs cours, puis on va les faire déplacer seulement pour les parties pratiques. Donc, on peut penser en soins infirmiers, procédures pour donner une prise de sang, des choses comme des manipulations qu'il y avait à faire qu'on peut seulement faire sur place, les laboratoires de chimie, entre autres. Fait que là, eux autres, le temps est divisé vraiment en déplacement, mais la contrainte qu'on a, c'est que les gens doivent pas être trop loin de l'établissement. Plus on choisit du présentiel, bien évidemment, tu as la contrainte de déplacement qui va jouer un rôle là-dedans. Fait que dans la décision de mettre en place quelque chose, il faut que tu regardes un petit peu, OK, les gens sont situés où géographiquement pour offrir un peu plus de présentiel, parce que des fois, le programme va obliger plus de présentiel, en fait. Je vais dans le même sens que René. D'abord, c'est des besoins pédagogiques qui peuvent emmener. On pourrait offrir une formation entièrement à distance. Moi, je suis arrivée comme ça dans l'hybride, dans la formation hybride. Je suis dans un programme qui s'enseigne entièrement universitaire, qui est entièrement à distance asynchrone. Mais à travers ce programme-là, il y a de la formation pratique en milieu de travail où on a des besoins pédagogiques différents. Il faut observer, il faut introduire une part synchrone. La part présentielle vient aussi donner un ajout pédagogique vraiment intéressant et relationnel à travers cette formation-là. Mais quand on regarde, je pourrais en reparler plus loin, mais quand on regarde pourquoi aller vers l'hybride, hein, c'était ça les avantages, ben c'est sûr qu'il peut y avoir une meilleure conciliation famille, travail, études, dépendant du profil des apprenants. Ou ils peuvent pas se déplacer chaque semaine. Ils ont intérêt, ils veulent suivre des cours, les apprenants veulent se former dans un programme de formation, mais de se rendre sur les lieux, surtout sur nos territoires,
en hiver, j'ajoute cette couche-là aussi, ben ça peut devenir très compliqué. Alors, avoir une flexibilité pour les apprenants, donc avoir peut-être une meilleure ouverture à l'apprentissage à travers les modalités. L'autre aspect aussi, c'est que avoir accès à des personnes expertes sur un grand territoire, ça peut être compliqué. On peut pas toujours demander à tous les experts de partout de venir, de se rendre dans le Bas-Saint-Laurent, Gaspésie, les îles, toutes les semaines pour offrir un cours, même si les personnes peut-être se déplaceraient. Donc, en mettant une part hybride, à travers une part distancielle, ben, on peut avoir accès à des ressources spécialisées pour offrir le cours. Ben, en fait, c'est vraiment ça qu'on va chercher quand on choisit ce modèle-là. Je trouve un peu qu'on qu'on fait ça, on a comme le meilleur des deux mondes, là. Je veux dire, ce qui est plus théorique, ce qui s'enseigne bien à distance, on va aller le chercher. Puis moi, je disais toujours, quand on fait venir nos étudiants, ben, faut que ça vale la peine, là. Tu viens pas juste pour un cours théorique au tableau, parce qu'on sait que maintenant, à distance, il y a tellement de flexibilité pédagogique qu'on peut faire. On a les équipes, les sous-équipes qu'on peut faire dans un système comme Teams ou Zoom, où on peut faire beaucoup d'enseignements, où c'est engageant pour les étudiants. Donc, même s'ils sont à distance, ça ne veut pas dire qu'ils font juste écouter quelqu'un qui parle. Donc, il y a beaucoup d'engagement avec tous les outils collaboratifs qu'on a maintenant. Ça change beaucoup, mais le présentiel devient des fois essentiel pour le développement de la compétence. Je parle entre autres de guide touristique, guide dans un autobus. Ben, c'est sûr qu'à distance, on pourrait toujours le simuler en réalité virtuelle, là, mais je pense que si tu veux être compétent dans ton emploi, c'est bien d'embarquer dans un autobus puis guider un groupe puis de faire vraiment ce que tu vas avoir à faire sur le terrain là, quand tu vas quitter avec ton deck là, sur le marché du travail. Fait que c'est pour ça qu'on va jouer avec les deux. Puis moi, je pense que comme conseiller pédagogique, on va chercher le mieux des deux mondes, en fait, pour offrir quelque chose de qualité, parce qu'il ne faut pas penser que la formation à distance est de moindre qualité, qu'une bonne conception pédagogique, un accompagnement, on va chercher un enseignement de qualité. J'ajouterais aussi que dans le cadre du dispositif que j'ai étudié, dispositif de supervision de stage, en fait, dans le programme, tous les étudiants sont, comme je le disais, en FAB asynchrone. Ils sont répartis sur l'ensemble du territoire québécois. On ne peut pas les faire venir à Rimouski pour leur stage ou pour faire des séminaires. Ils sont pas dans les centres de formation qui sont proches du campus universitaire. Donc, le choix qui a été fait, c'est pas de faire déplacer les étudiants, mais plutôt que les ressources enseignantes se rendent dans les lieux, physiquement. Alors, au départ, c'était moins complexe, il y avait peu d'étudiants, mais avec la multiplication des étudiants, il a fallu réfléchir au dispositif. Dire comment on fait ça. Est-ce qu'on le garde entièrement à distance? Ben oui, le stage final est entièrement à distance parce que les outils numériques se sont suffisamment développés pour rendre ça tout à fait efficace. Mais pour les premiers stages de la formation, il y a vraiment des rencontres où enfin, il y a de la mixité et de l'hybridation, on y reviendra, mais il y a vraiment des rencontres où c'est la personne superviseure qui va aller sur les lieux de stage de l'étudiant, le rencontrer ou la rencontrer, observer les pratiques dans son contexte. Donc, on amène vraiment une part présentielle dans une formation qui était entièrement à distance. Et c'est ce que les étudiantes et les étudiants souhaitaient aussi. C'est pour ça qu'ils s'inscrivaient cette formation-là pour la distance. Donc, dans ce cas-là, c'est le présentiel qui amène, je pense, une plus-value dans le parcours de formation pratique en milieu de travail. Alors, on peut voir l'hybridation différente. Des fois, c'est pour mettre une part d'une formation présentielle à distance, mais dans le cas qui m'a occupé aussi, c'était d'amener du présentiel synchrone dans une formation entièrement à distance asynchrone. Donc, ça va dans les deux sens aussi. On peut voir des avantages de part et d'autre. Le présentiel aussi, ce qu'on a remarqué avec le temps, est important pour la cohésion du groupe. Surtout nous autres, les programmes, c'est quand même 3 ans. Là, une technique, c'est long. Donc, on parle de la persévérance, de l'engagement, de la collégialité entre les étudiants. Puis on s'est rendu compte que quand ils viennent en présence, ça renforce ce sentiment-là, puis ça renforce la persévérance à long terme aussi. Et qu'il y a aussi un rôle de sentiment de présence ou de la collégialité qui est important dans le fait de se rencontrer en présence. Donc, dépendamment de la durée qu'on fait, là, dépendamment de la séquence qu'on peut faire, mais faut pas le négliger nécessairement, ce volet-là là, d'être ensemble puis d'avoir une rencontre physique, là, malgré qu'on peut être à majorité à distance, ça prend quand même ça pour la persévérance puis la réussite. En fait, ça aide énormément à la réussite. Je suis absolument d'accord avec toi. Puis c'est pas pour rien qu'on utilise, moi j'utilise beaucoup le mot présentiel, hein,
On a ri de ça pendant la pandémie, quand ce nouveau-là est arrivé, de dire de la formation ou l'aspect présentiel de la formation plutôt que présence, parce qu'on le sait maintenant. Les recherches l'ont montré, il y a de la présence à distance. T'sais, on est capable d'avoir des relations avec les étudiants et les étudiantes à distance. Mais la présence emmène aussi une dimension particulière. Le présentiel, dans une formation hybride, amène une autre dimension. Je le compare pas avec de la FAD entièrement parce que c'est différent. Mais le présentiel dans une formation hybride a un rôle à jouer. Effectivement, de renforcer les relations, d'apprendre à se connaître, d'établir des fois des modalités de travail ensemble pour après ça, passer à la distance, synchrone ou asynchrone, en ayant déjà quelque chose de tissé lors des rencontres présentielles ou de remise au point lorsqu'on est en présentiel. Mais à distance, il y a de la présence et qui vient se matérialiser autrement quand on est en présentiel. On a parlé de la flexibilité, de la possibilité de mieux concilier travail, famille, études. Mais est-ce que sur le plan pédagogique, il y a des avantages à la formation à distance? Par exemple, parce qu'on peut utiliser différents outils qui sont pas disponibles quand on est en présentiel. Est-ce qu'il y a des avantages sur ce plan-là? Ben en fait, c'est ça. C'est sûr que les outils technologiques viennent en ligne de compte. Puis là, c'est là qu'il y a le travail de proximité entre l'enseignant puis le conseiller pédagogique. Quand on design ça, puis on regarde la compétence à aller chercher. Souvent, on va enseigner en classe des fois de manière plus traditionnelle, je dirais, sans outils technologiques. C'est ça qu'on fait sortir des fois le plus-value des outils technologiques. Puis on l'a vu, nous, dans la pandémie, parce que les enseignants qui ont basculé dans l'enseignement d'urgence, je peux dire à distance, mais qu'une fois qu'ils sont revenus en classe, ils ont compris l'intérêt des outils technologiques comme un mur collaboratif, de l'enregistrement de cours à l'avance, de présentation de consignes audio. Donc, il y a beaucoup de choses qui ont pu réaliser. Ça fait, dans l'enseignement à distance ou dans la formule hybride, il y a aussi une réflexion qui est plus grande. Quand tu bâtis du matériel, bien évidemment, il y a une réflexion. Ton vidéo, comment je peux bien le présenter si je l'envoie pour le consulter par les étudiants. Il y a toute une réflexion qui vient avec ça qui moi, tant qu'à moi, améliore la qualité de l'enseignement, ne serait-ce que du fait de mieux réfléchir au contenu qu'on va produire et des séquences qu'on aura à produire. Ça fait que moi, je le vois un avantage. Puis dans l'étude, quand j'interrogeais les gens, qu'on a fait les entrevues, c'était le même son de cloche que j'avais de la part des enseignants qui découvraient la formule à distance ou hybride, mais qui a dit, OK, j'ai découvert des outils, j'ai eu des gains de temps, j'ai changé ma pratique, en fait. Ça fait qu'il y a une transformation qui peut être un avantage autant pour l'enseignant que les étudiants. Puis les étudiants ne sont pas si connaissants que ça dans les outils technologiques non plus. Ça fait que le fait de passer par ce parcours-là, ils développent quelque chose d'intéressant pour le marché du travail par la suite. Parce que nos enseignants qui ont fait le volet hybride, puis peut-être des fois plus à distance, exemple en technique de tourisme, qui ont fait leur programme, je me rends compte que sur le marché du travail, quand la pandémie est arrivée, tout ça, le client à distance, s'organiser une réunion à distance, travailler avec des outils collaboratifs, c'est devenu une compétence là, du 21e siècle qu'ils ont acquis à travers leurs études. Fait que je trouve que c'est un grand avantage là, pour les futurs diplômés. Dans le cas des stages, de la supervision hybride de stage, du dispositif hybride, moi, je trouve qu'on a le meilleur des deux mondes. Parce qu'il y a une part présentielle où on va rencontrer les stagiaires, on les observe, on parle avec eux, on voit l'environnement dans lequel ils sont. Dire que c'est aussi des personnes qui enseignent déjà, moi, dans les stages que je supervise et dans le dispositif du baccalauréat en enseignement professionnel. Ce sont des gens qui font de la conciliation famille, travail, études. Ils enseignent tous déjà. C'est le mode de formation pour ce secteur-là. Alors, quand on se rend sur place, la part présentielle est vraiment intéressante parce que là, on fait la relation avec la personne, on établit une relation, on voit l'environnement de travail, on voit l'atelier, la classe, on voit les élèves. Ensuite, quand on arrive avec la part distancielle de tout ce dispositif-là, bien, on peut continuer de faire des observations parce que les outils numériques sont suffisamment performants pour ça. Alors, une fois que j'ai vu ou que la personne superviseur a vu l'environnement, l'observation à distance, encore une fois avec le numérique, Zoom, branché dans une classe où on voit l'enseignant enseigner à ses élèves, bien là, on a un aperçu de l'environnement. On sait où il est. Et ça amène une dimension, on n'observe pas les mêmes choses. Pas de la même façon. On utilise le numérique. On reproduit pas nécessairement les mêmes choses. Mais la relation est faite. Ensuite, avec un environnement numérique d'apprentissage, puis des étudiants qui développent leurs compétences numériques à apprendre
avec la FAD, et là, les échanges sont facilités. On s'est rencontrés, on s'est observés, on a amené une dimension synchrone à la FAD, et les échanges par la suite, bien, ils se facilitent parce que l'étudiant peut avoir une réponse rapide. On peut briser l'isolement de ces étudiants-là qui seraient tous à distance séparés. Là, on utilise l'outil numérique et on s'est rencontrés pour continuer les échanges. L'étudiant, quand il va aussi utiliser les outils numériques dans ce dispositif-là, va pouvoir s'observer lui-même, s'enregistrer. Mais ça, c'est pas propre à la formation hybride. C'est propre à la part distancielle du dispositif hybride. Et ça serait, moi, c'est une plus-value. Pour ma part, de conjuguer les deux, je peux observer aussi souvent que nécessaire une personne à distance, ce que je pourrais pas faire si je devais y aller chaque fois. Alors ça, j'ai vraiment un élément de plus. Et la personne apprenante a normalement développé sa compétence pour être capable de positionner sa caméra, utiliser les outils numériques plus efficacement. Elle est accompagnée, cette personne-là, évidemment. Là. Ça rentrera peut-être dans les défis, là, mais il faut aussi l'encadrer, lui apprendre. Mais il y a vraiment, dans un dispositif comme ça pour superviser des stages, de mon point de vue, un avantage pédagogique dans la rapidité des communications, la fréquence des communications, le développement des compétences numériques des personnes tant chargées de cours ou superviseurs de stage que des étudiants. Et voilà. Ici, en jasant, tu me fais révéler quelque chose, juste une petite anecdote, mais quand justement, on avait des étudiants qui étaient dans le volet à distance, en fait, on travaillait avec des équipes. À l'époque, c'était VIA qu'on utilisait avec les mêmes petites salles. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on pouvait désactiver la petite clochette qui fait que quand tu rentres dans une salle, on t'entend. Ça fait que l'enseignant, en fait, il avait appris il pouvait aller dans les équipes, écouter la discussion d'équipe. C'était une richesse parce que normalement, en classe, quand on se déplace, les étudiants vont cesser de parler ou en tout cas, ils voient qu'on approche, donc on n'a pas accès à leur réflexion. Mais les enseignants qui ont travaillé, ils ont vraiment trouvé qu'ils avaient accès à cette richesse-là, que quand ils rentraient dans une salle, écouter les discussions qu'il y avait autour du travail qu'ils avaient à réaliser, c'est comme si tu avais accès à leur cerveau. En fait, ils jasent et ne s'occupent pas que tu sois là, puis tu te déplaces d'une équipe à l'autre comme là à distance. Puis là, c'est là qu'on dit, hey, wow, on a vraiment accès à quelque chose de plus qu'on n'a pas en présentiel. Donc, tu sais, les outils, il faut voir l'avantage qu'on a parce qu'il y a des choses qui sont vraiment une plus-value, là, comme on dit en anglais, mais qui sont vraiment intéressantes par rapport à ça. Je vais dans le même sens parce que observer à distance dans un dispositif qui actuellement est plus traditionnel, présentiel, observer à distance, beaucoup d'étudiants ou des stagiaires vont dire « je suis moins stressé, je t'oublie plus facilement ». Le défi ou le désavantage, c'est quand le numérique ne suit pas. Quand on a des problèmes de connexion, quand on a des problèmes de bande passante. Tout ça, là, c'est possible. Tout ce dont on parle, c'est possible quand le numérique suit bien, quand les technologies avancent avec nous. Il y a 10 ans, quand j'ai commencé à superviser de façon hybride comme ça, que c'était plus compliqué. Skype, c'était moins stable. Les personnes étaient moins habilotées aussi. Il y avait moins de compétences numériques à utiliser les outils. Aujourd'hui, c'est rare. Les accros ou les dysfonctionnements des outils sont plus rares, puis on les connaît plus aussi. On est plus capable d'aider les personnes à organiser la partie distancielle de leur formation. Donc, et ça permet, là, je reviens à ton idée, René, ça permet aussi, c'est ça, d'observer sans déranger. La présence physique de la personne superviseur n'est pas dans la classe, on a accès à autre chose. Quand on voit bien et quand on entend bien. Donc, vraiment le meilleur des deux mondes, comme tu disais. J'aimerais ça revenir sur tout à l'heure, je pense que c'est René qui avait mentionné le fait qu'on peut choisir dans une formation hybride que la portion en distance, ça va être la portion plus théorique du cours, puis en présence, peut-être là où il faut mettre en pratique des apprentissages. Est-ce qu'il y a d'autres critères sur lesquels on va se baser quand on est... Puis là, je parle de la transition de la présence à l'hybride, là, par exemple. Est-ce qu'il y a d'autres critères sur lesquels les professeurs vont devoir se baser pour structurer, pour configurer un cours en formation hybride qui était à 100% en présence?
Ben c'est vraiment, tu sais, des fois, ça peut être la manipulation ou juste la gestion du matériel, là, je pense. Des fois, tu sais, je donne un exemple, la photographie ou tout ça, donc du matériel coûteux que l'étudiant ne peut pas nécessairement avoir ou qu'on peut pas envoyer par le poste non plus. Donc, il y a ce volet-là aussi à tenir en compte. C'est vraiment en regardant le programme, qu'est-ce qu'on peut faire avec toutes sortes de contraintes là, qu'on peut avoir. En soins infirmiers, on va avoir des contraintes d'un programme où les personnes sont déjà à l'emploi, donc d'un hôpital, mais infirmières auxiliaires qui veulent passer à la technique. Donc, à ce moment-là, il y a toutes sortes d'autres contraintes qui fait que des fois, ils ne pourront pas se déplacer ou on va devoir, je prends l'exemple de Gaspé où on a fait dans les milieux hospitaliers vraiment des salles de classe parce que les gens vont quitter l'hôpital puis ils rentraient puis ils allaient à le cours immédiatement. Il y a quand même une réflexion logistique autour de ça, de voir. Ça, c'est vraiment propre à chaque programme qu'on doit y penser puis se pencher autour de ça. Je pense entre autres en urbanisme, chez nous, on a le système de la gestion des eaux qui est vraiment quelque chose de physique sur le terrain. Donc, on n'aura pas le choix à ce moment-là de venir sur place pour valider nos compétences là, directement sur le terrain, là, au-delà des activités d'apprentissage qui ont été faites avant. Ça fait que c'est vraiment là souvent on a un modèle ADI là, pour le développement qui est la partie A, qui est l'analyse. Ben, c'est un peu ça qu'on doit regarder au départ. Il est où notre avantage? Pourquoi on le fait? Je veux pas que ça soit la saveur du mois, la formation à distance. C'est vraiment pourquoi on le fait. Quelle contrainte ou quelle problématique qu'on veut régler en offrant ça. Des fois, ça peut être je dis démocratiser l'enseignement, mais en fait, rendre ça beaucoup plus facile là, à tout le monde en faisant de la formule à distance. Ça peut être un enjeu qu'on a aussi par rapport à ça, de rendre ça plus, de mieux répondre aux besoins, en fait, des étudiants, soit qui arrivent directement chez nous du secondaire ou des fois qui sont clientèle B, c'est-à-dire qu'ils ont déjà eu une formation. Puis souvent, c'est ces gens-là, quand ils vont se chercher une deuxième formation, ben, ils veulent une flexibilité. Ça fait que c'est ça qui nous guide dans nos réflexions là, pour la logistique. D'accord avec toi, parce qu'en fait, on sauve ni de temps, ni de l'argent. C'est pas ça là, qui doit motiver, sauver du temps ou de l'argent. C'est pas en mettant une part de la formation à distance, tu dis, hey, moi, je vais les laisser aller, je fais autre chose pendant ce temps-là. Fait que là, on tombe un peu plus, on voit bien les avantages. Là, on arrive un peu dans les défis, là. Ouais. Parce que mettre une part de formation à distance ou intégrer du présentiel dans une formation entièrement à distance, ben, il faut développer en fonction des modalités. C'est pas juste de plaquer ce qu'on fait déjà puis dire ils feront tout seuls. Ils feront tout seuls ces lectures-là, puis moi, comme formatrice, je m'en occupe pas, c'est leur partie à eux. Fait qu'il faut aller exploiter les deux parts. Tant le présentiel, si on fait de la manipulation, ou si on va observer, ou si on veut avoir des discussions avec les personnes apprenantes, que le distanciel qui doit aussi avoir des avantages pour motiver. Tu sais, quand on parle comment garder les personnes motivées, c'est pas de l'orthodidaxie là, quand ils sont à distance. Il faut que les activités soient tout autant signifiantes, qu'il y ait une valeur pour l'apprentissage, autant que la partie présentielle. Donc, les deux se travaillent pas en silo, mais s'interconnectent. Mm-hmm. Oui, ben là, tu t'en as parlé un petit peu, là, mais donc, c'est quoi les principaux défis dans la formation hybride, là, selon vous? Quand j'ai regardé pour travailler un peu plus sur la formation hybride, il y a beaucoup de recherches sur l'efficacité, ce que les étudiants ou les personnes apprenantes en pensent, sur les dispositifs utilisés, le matériel. Ça, il y a quand même pas mal de recherches qui s'est fait là-dessus. Beaucoup en anglais aussi, sur comment ça marche, comment ça marche, puis qu'est-ce que les apprenants en pensent. Mais la part qui reste un peu plus sombre ou moins développée, c'est comment on forme le personnel enseignant. Oui. Comment on soutient ces personnes-là pour l'introduction d'une nouvelle modalité. Il faut qu'il y ait la compétence numérique. Là, on arrive dans d'autres types de compétences pour que les personnes enseignantes soient capables d'offrir et de soutenir cette formation-là. Donc, il faut que les institutions guident les personnes formatrices dans l'utilisation des nouveaux outils numériques. C'est donc de soutenir la modification, mais aussi de faire en sorte que ces choix pédagogiques-là qui s'installent soient durables dans le temps et qu'ils soient efficaces pour la formation hybride. Donc, c'est un accompagnement adapté aux modalités, mais pour que ça perdure et que ça s'améliore.
C'est pas juste de transférer ce qu'on faisait en présence à distance. Là, on est dans les bases de la FAD, là. Hein, quand on parle de formation à distance, là, ben, on est un peu pareil, là. C'est-à-dire, on garde une part de présentiel, mais quand on tombe dans la partie distancielle, il faut que les activités soient adaptées, qu'on pense à la présence à distance, qu'on pense comment on va accompagner les personnes apprenantes, qu'on va les rendre les activités signifiantes pour qu'ils voient autant la pertinence de la distance que du présentiel. Ouais, les défis sont quand même nombreux. Puis dans notre projet de recherche, en interrogeant les gens, en fait, on a trouvé vraiment on a fait des recommandations, en fait, suite au dialogue qu'on a avec les gens. Puis on avait comme 3 axes de recherche avec le modèle ASUC qu'on avait regardé, mais qu'on a allé ajouter 3 axes. Il y avait entre autres tout ce qui est la formation préalable. Là. Lucie nous a parlé de formation préalable des enseignants. On s'est rendu compte qu'il y avait des lacunes là-dessus, là, soit que les établissements fait de la formation à distance. Les enseignants nous disaient carrément, on était un peu laissés à nous-mêmes, ou j'avais un collègue qui m'aidait, ou des fois j'avais un conseiller pédagogique, mais qui était tout nouveau, donc qui en savait pas nécessairement plus que moi. Donc, il faut être conscient comme établissement qu'il y a un facteur de protection à mettre autour de ça, là, si on veut pas que l'enseignant soit un peu rebuté par ça, puis qu'il soit laissé à lui-même. Fait qu'on parle de mettre vraiment en place soit une structure au niveau conseiller technopédagogique, conseiller pédagogique, le volet technologique. Lucie en parlait, c'est le fun de la technologie, mais quand ça fonctionne pas, c'est pas super non plus. Fait que tout ce volet-là, puis veut pas, dans la formation à distance, on parlait v'là 10 ans, les infrastructures étaient moins bons, hein, on avait souvent des coupures. Maintenant, c'est meilleur, mais il y a toujours un volet recherche et développement aussi quand on fait de la formation à distance, toujours des nouveaux outils qui sortent. Donc, un volet où il faut quand même être curieux, voir ce qui se passe. C'est pour ça qu'on se réseaute beaucoup. Je pense que c'est le rôle aussi du pôle d'expertise parce que ça va très vite. On n'arrive pas à tout suivre. Donc, l'entraide puis le réseautage est important à ce moment-là. Puis prévoir aussi des temps avec développer des outils d'auto-formation. Tout ça, les enseignants nous l'avaient demandé aussi d'avoir des endroits pour aller se référer, mais beaucoup d'accompagnement également. Puis dans le volet là, d'accompagnement, comment résoudre les problèmes. Fait que des fois, comment faire une structure. Des problèmes vont en arriver là, dans la formation hybride, mais c'est ça, comment on les résout? Est-ce qu'on les résout dans la journée ou ça prend un mois avant de les résoudre? Ça va changer beaucoup la dynamique puis l'engagement des enseignants. Puis on parle aussi beaucoup du métier d'étudiant. Donc, dans la formule hybride, il faut pas l'oublier. Comment j'apprends à distance? Quand je suis en présence, ça va, mais quand je suis à distance, comment que je m'installe chez moi? Comment je sauvegarde mes données? Comment je peux faire une lecture efficace si mes choses sont pas imprimées, lecture à l'écran, notée? Est-ce que j'ai 2 écrans à la maison? On parle du sans fil, avec fil ou pas de fil. On recommande avec fil si tu veux pas que ça coupe. Il y a une bonne réseautique là, à la maison pour suivre tes cours, l'équipement. Puis, dans le fait, il y a beaucoup de choses qu'on est allé chercher là-dedans, programmer des micro-formations pour les enseignants. Aussi, le temps va vite. Fait que des fois, ils peuvent pas tout prendre au début non plus. Donc, des fois, on les forme au fil. Des fois, ils sont adaptés à nous écouter. Là, une fois qu'ils ont commencé la formation à distance, tranquillement, on peut ajouter des couches là, de formation, de complexité ou d'utilisation des outils. Puis nous, on l'avait fait chez nous, mais dans les recommandations, on parlait de mettre peut-être une communauté de pratique enseignante. Donc, qui sont dans la même dynamique d'enseigner à distance ou en formation hybride, de pouvoir discuter ensemble puis de développer des choses ensemble. Parce que souvent, il n'y a pas le temps d'essayer tant que ça les outils. Puis en groupe, entre eux autres, ils peuvent se montrer beaucoup de choses. Fait que ça peut être des conditions gagnantes qui permettent de relever les défis là, que peut représenter la formation à distance. Comme les évaluations, là, qui est un enjeu qui a été soulevé là, par les enseignants. Là, puis dans ce temps-là, quand on a fait l'étude, l'intelligence artificielle n'était pas là. Ça peut être tout un autre débat. Si on l'ouvre de ce côté-là, ça représente un énorme défi actuellement là, de ne pas être sur place puis d'avoir les enjeux d'intégrité académique. Mm-hmm. Mais continue avec ce que tu as dit, parce que dans les recherches que vous avez menées ou dans les enquêtes, tu as nommé l'ISUP, de Péraya, Charlier et tout ce groupe-là français qui ont vraiment fait des travaux pour ma part fondateur
pour décrire les dispositifs de formation hybride. C'est vraiment intéressant. Ils se sont penchés à comment ça marche, comment on peut observer ça, comment on peut les analyser, quels critères on peut se donner ou quelles catégories avec lesquelles on peut travailler pour comprendre, pour savoir ce qu'on fait, pour avoir des meilleures activités. Mais ce qu'ils disent aussi vers la fin de leur recherche, et ce qu'ils ont dit, c'est on a peut-être mis de côté les pratiques enseignantes, les façons d'apprendre des étudiants aussi. Fait que là, on est peut-être rendu à l'étape de regarder comment les personnes travaillent avec tout ça, comment ils s'intègrent, comment ils analysent leurs dispositifs. Puis ça, c'est un champ de développement qui continue d'être très intéressant, de regarder des pratiques de formateurs. Vous l'avez fait, René, à travers des dispositifs hybrides, comment ils le conçoivent, comment ils y travaillent. Puis après ça, c'est possible d'outiller ou de travailler en groupe, en collaboration pour continuer de développer la compétence de ces personnes-là à former de façon hybride et à distance. Tout autant, je pense que ça peut bonifier le présentiel et bonifier aussi le distanciel. Puis, former les étudiants, les étudiantes. C'est ça, on peut pas juste amener une dimension présentielle, je le répète, je pense que je l'ai dit tantôt, mais ajouter du numérique sans donner un soutien efficace à ces personnes-là, tant dans leur organisation personnelle, dans leur métier d'étudiant, que dans leur développement d'outils numériques. Et ça vaut aussi pour les personnes formatrices à travers ça, de les soutenir. Mm-hmm. Je me suis posé la question justement quand René a mentionné le modèle iSup. Moi, je connais pas, mais est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu plus en détail, peut-être? Ben, en fait, ils ont fait un outil d'analyse pour voir comment les enseignants, justement, eux autres, c'est vraiment les modèles hybrides là, qu'ils analysaient. Oui. Puis, c'est vraiment de voir le dispositif. Ça permettait aussi aux enseignants, quand ils ont fait la conception du modèle, de voir si on était plus... Ils avaient développé des mots scène ou... je cherche les termes, là, scène ou... en tout cas, l'enseignant disait comment il travaillait, ça donnait plus de liberté aux étudiants, c'était plus magistral ou tout ça. Puis à la fin, ça y sortait une position pour se rendre compte que si on fait de l'enseignement hybride ou à distance, on pouvait avoir un positionnement beaucoup plus proche du paradigme de l'apprentissage, en fait, que du paradigme de l'enseignement. Okay. Donc, ils voulaient voir si le fait de basculer à distance, ça changeait la position de l'enseignant. Puis, moi, j'ai pu voir aussi qu'on a essayé d'ajouter, dans le fond, l'idée, c'était d'ajouter des axes à cette analyse-là. Puis, on s'est rendu compte qu'effectivement, les enseignants, en tout cas chez nous, peut-être plus québécois qu'européens, on est plus sur le paradigme de l'enseignement au Québec que sur... pas de l'enseignement, mais excusez, le paradigme de l'apprentissage, en fait, au Québec qu'en Europe. Donc ça, je trouvais ça intéressant de le voir. Puis, en fait, quand on enseigne de manière hybride ou à distance, ben, c'est plus intéressant parce que tu vas chercher l'engagement de l'étudiant à travers les activités. Donc, il s'engage beaucoup plus que... Parce qu'écouter écouter un cours à distance, ça peut être super plate, là, si tu fais juste écouter ce qui se passe puis tu n'es pas engagé. Puis, on disait toujours à la blague, mais la distance fait juste amplifier la présence. C'est-à-dire que si un prof est pas très captivant en présence, si tu le mets à distance, c'est horrible. Là. Ça fait juste amplifier les traits. Si quelqu'un est dynamique qui est centré sur l'apprentissage en classe, bien souvent, la transition à distance, elle va bien se faire. Il s'agit juste de le guider vers des outils qui vont répliquer ce qu'il faisait en classe comme dynamique de groupe, puis il va réussir à l'ajuster aussi à distance. Fait que le projet iSup, c'est un peu ça, c'est de voir le positionnement, puis de voir si l'enseignement à distance changeait le positionnement des enseignants par rapport aux outils numériques utilisés, puis le faire à distance aussi. Il observait les dispositifs selon des dimensions bien précises. Il regardait la mise à distance du dispositif, donc le temps accordé aux différentes activités, la succession des activités et l'approche pédagogique. Exactement ce que tu as dit, René. Est-ce qu'on est transmissif? Est-ce qu'on est individualiste à travers ce dispositif-là? Ou on encourage, ou c'est plus collaboratif? Après ça, il regardait le type d'accompagnement humain qui était présent, ce qui est davantage cognitif, affectif ou métacognitif. Il regardait la médiatisation, donc comment les outils à travers, on utilise comment un forum, comment les documents PDF, comment les vidéos, ben c'était quoi leur fonction? Est-ce qu'ils étaient informatifs? Est-ce qu'ils étaient là pour aider à produire, à collaborer? Est-ce que c'était juste des outils de gestion à travers la plateforme à distance? Et il regardait, à travers ces outils-là, comment on apprend, la médiation, à quoi servent les outils?
qu'est-ce qu'on va apprendre des pratiques? Qu'est-ce qu'on va apprendre juste des connaissances? Est-ce qu'on va apprendre des nouvelles compétences relationnelles, par exemple? Et il terminait avec une espèce de degré d'ouverture. Est-ce que le dispositif peut être modulé à travers une formation par l'apport des apprenants ou il est imposé, c'est ça qu'on fait, par l'institution, par la personne qui l'a développé et qui le gère ou qui l'enseigne, ou s'il est co-construit avec les apprenants. Donc, il y avait une grille d'observation assez intéressante qu'ils ont développée et qui a mené à une typologie des personnes qui évoluent dans les dispositifs hybrides. C'est fort intéressant. Ben, c'est ça, je regardais en jasant mes données, puis on voulait voir, les cockpits, en fait, c'était comme vraiment l'enseignant qui est plus transmissif. Puis, tu avais le mode, en fait, qui était plus participatif ou centré sur l'apprenant, qui était l'équipage. Puis, dans notre analyse qu'on a fait de nos enseignants, la majorité des gens se sont trouvés vers l'équipage, qui était plus... J'avais une personne, en fait, qui était comme cockpit, qui était plus enseignement magistral, qui offrait moins de choix aux étudiants, qui est un peu plus traditionnel, si on peut le dire, là, mais fait que ça, c'était quand même intéressant de voir que ça l'amène ça. Déjà, on a une prédisposition au Québec de ce type d'enseignement-là, mais le fait de basculer dans un mode hybride ou à distance accentue cet effet-là auprès du changement de posture, en fait, de l'enseignant face aux étudiants. Ça me fait penser, en fait, pensez-vous que les résultats auraient été différents parce que là, vous, votre étude, René, ça eu lieu dans les cégeps. Ouais. J'ai l'impression qu'à l'université, peut-être, on n'aurait pas eu le même genre de résultats. Ouais, ça pourrait être le fun à faire. Ça serait sûrement différent. Puis je pense qu'il y a une transition, tout a commencé en 2019, qui était avant la pandémie. Mm-hmm. On a questionné les gens, on était en automne 2020, là, en plein comme en pandémie. Mais je pense qu'aujourd'hui, ça l'a quand même basculé pour la majorité des gens. On est plus ouvert vers l'enseignement en utilisant les technologies, tout ça, mais ça serait intéressant de voir la posture, en fait, des enseignants. Ils sont plus de type transmissif ou au niveau centré sur l'apprentissage de l'apprenant. Mm-hmm. Donc, on en comprend que c'est encore plus important dans la portion distancielle d'être engageant dans son enseignement. Est-ce que vous avez des conseils ou des manières de favoriser l'engagement des personnes étudiantes en formation hybride? On revient un peu à ce qui est favoriser l'engagement des étudiantes et des étudiants. Oui. En général, oui. En général, que ce soit avec le numérique ou que ce soit en présentiel, il y a des principes de base où pour susciter la motivation. Mais dans le cas du hybride où on a une part présentielle, une part distancielle, je dirais d'abord d'outiller. On l'a apporté d'outiller tant les personnes étudiantes que les personnes formatrices pour qu'elles puissent bien exploiter les outils numériques puis déployer leurs compétences numériques à travers ça de façon efficace pour apprendre et pour former, si on regarde les deux côtés, et ne pas voir les deux aspects comme des silos. C'est une combinaison. Donc, d'utiliser et de donner une valeur tant à ce qui se fait en présentiel qu'à distance. Parce que si on parle de ce que les étudiants et les personnes étudiantes pourraient faire ou pas, on peut se rendre compte qu'à un moment donné, ils viennent pas au cours. Si c'est des cours, s'ils voient pas la nécessité, s'ils sont capables de refaire ce qu'ils font chez eux à distance, pourquoi vont-ils ou vont-elles se déplacer si c'est pas pour des manipulations spécifiques dans un laboratoire ou pour enseigner ou être observé? Et de la même façon, il faut qu'à distance, ce soit aussi des activités qui sont motivantes et qui sont signifiantes pour les étudiantes et les étudiants. Donc, de ne pas travailler en silo, d'intégrer les deux, de rendre ça l'un comme l'autre tout aussi avantageux pour les personnes apprenantes. Ce que je pourrais ajouter aussi dans les constats qu'on a fait, c'est aussi on parlait beaucoup de technologie, la diversité des technologies utilisées. Ça fait qu'on parlait aussi de se donner un genre d'écosystème numérique assez restreint où on peut tout faire pour que quand on passe du mode présentiel à distance, quand il est en présence, il peut utiliser les mêmes outils numériques quand il vient au collège ou à l'établissement d'enseignement.
puis quand ils retournent, qu'on soit toujours dans le même environnement pour que la technologie soit pas un objet d'apprentissage en soi. Là, faut le faire au début, on n'a pas le choix, mais qu'après, que ce soit un outil qui sont à l'aise, puis on travaille plus sur l'apprentissage que sur l'apprentissage de l'outil, là, parce que souvent, ça peut être un frein. Hein. Quand c'est juste trop complexe, là, les étudiants ne suivent plus à un moment donné. Ça fait qu'il faut que ce soit, tu sais, on change pas genre d'un Zoom, puis là, d'après on passe à un Teams, puis là, après ça, on passe à un module, puis il faut quand même essayer de rendre ça un peu plus fluide. Ça, c'est autant pour le prof, l'enseignant, que l'étudiant aussi, pour que ça devienne quelque chose qui est en arrière-plan, les outils technologiques, mais qui ne deviennent pas quelque chose qui prend énormément de temps. Puis de montrer aussi les diversités d'engagement qu'on peut avoir. Là, on parlait des caméras ouvertes, les caméras fermées. Le style d'engagement peut être différent là, si on est à distance, mais le fait de faire du présence et du distance va aussi aider la cohésion du groupe, comme on le dit un peu plus tôt, mais puis les échanges entre eux autres en dehors de la classe aussi. Il faut essayer d'avoir un système qui va favoriser ça également. On s'est rendu compte que l'aspect social, là, même s'il y a des bouts que tu es à distance, est super intéressant, que ce soit intérêt personnel ou tout ça. Des fois, les étudiants vont même s'organiser pour faire des sorties carrément sociales là, en dehors du système scolaire, mais on s'est rendu compte que c'est important, ça a une valeur vraiment pour la réussite et la persévérance sur ce volet-là, que des fois, on a tendance à négliger, mais que des fois, l'institution, il faut qu'elle le mette un peu en place ou l'enseignant le mette en place un peu par rapport à ça. Puis, je dirais aussi, en tout cas pour nous, quand on a l'enseignement de ce type-là, aussi, tu as l'enseignant, tu as l'étudiant, on développait un peu le volet aussi avec Fadio à l'époque, le techno-coach. Donc, la personne qui a un regard un peu distanciel, qui peut être soit le conseiller technopédagogique, mais qui est là pour rassurer l'enseignant à la fois, puis aussi aller chercher des commentaires des étudiants. Qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer? Des fois, c'est aussi bien que le son est-tu correct, le micro est-tu correct, mais on peut aller dans le volet technologique, mais tu dois toujours s'assurer, est-ce que c'est toujours pertinent? Ça, je vois ça comme une assurance qualité aussi de ton programme que tu vas donner, qu'il y ait quelqu'un avec un regard plus extérieur sur comment ça se passe, puis comment les choses sont faites, puis comment on peut améliorer le processus aussi. Ce que tu as dit, René, c'est intéressant parce que tu parles aussi de la formation à distance, mais synchrone. Mais si on emmène une mixité entre synchrone et asynchrone, on peut faire du présentiel synchrone, on est tous là, ça va de soi. Il y a du présentiel asynchrone, s'il faut qu'ils se rendent dans un laboratoire pour manipuler, puis ils peuvent pas tous y être en même temps, mais les étudiants et les étudiantes ne seront donc pas tous au même endroit en même temps. Ensuite, tu as ta distance synchrone, comme on le fait pas le plus souvent, mais souvent, avec caméra. On est tous ensemble dans des espaces différents, mais on est ensemble en même temps. Mais il y a toute la dimension asynchrone de la formation hybride qu'on peut intégrer dans une formation hybride. Où là, on peut encore exploiter les outils numériques pour favoriser les apprentissages, l'auto-apprentissage, pour s'informer des étudiantes et des étudiants, pour induire une présence. Hein. On est toujours là pendant cette part de formation-là. Comme je l'ai dit tout à l'heure, le formateur, il n'est pas chez lui puis il laisse aller. Il y a des forums, il peut avoir des travaux d'équipe quand même avec des étudiants qui sont séparés les uns des autres. Ils sont pas obligés de se rendre sur un campus ou dans un endroit pour se rencontrer. Ils peuvent collaborer, utiliser eux-mêmes Zoom. Donc, je suis parfaitement d'accord avec une espèce d'harmonisation des outils au sein d'un même cours et d'une année à l'autre pour les apprenants et les personnes formatrices, parce que quand on commence à mélanger la technologie, écoute, ça devient un obstacle, là. Il faut que ça fonctionne bien. Il faut que les gens les connaissent puis les manipulent bien pour qu'on puisse apprendre. Puis après ça, rendu dans la partie distancielle, il y a plein de façons de faire pour motiver puis faire travailler les étudiants et apprendre les étudiantes et les étudiants ensemble, avec ou sans la personne formatrice. Mm-hmm. Merci. Je vais y aller avec les questions du public. On en avait deux. On a deux petites questions qui nous sont parvenues via LinkedIn. On en a parlé un tout petit peu tantôt, on l'a évoqué, là, les évaluations. Il y a quelqu'un qui nous a posé une question par rapport à l'évaluation en comodale. On va parler de l'hybride puisque c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui. Mais donc, Michel Bastien qui demande comment on modifie les évaluations quand on enseigne, puis là, on va dire en mode hybride.
Je peux peut-être y aller, puis je vais prendre le mot modifie. Donc, une première phase qu'on fait, en fait, c'est un programme existant, puis on bascule en mode hybride. Là. On demande comodal, mais c'est un peu la même chose. Tu fais ton évaluation à distance. Te modifier ou en fait adapter. Hein. Souvent, il y a des processus. Des fois, tu vas juste faire adapter. Tu essaies de refaire la même chose à distance que tu faisais en présence. Donc, je donne l'exemple. On faisait une réservation d'hôtel. Donc, il y avait quelqu'un qui faisait une réservation, puis on regardait ce que la personne rentrait dans le logiciel de réservation, ça posait les bonnes questions, puis tout ça. Donc, en présence, ça se faisait bien. À distance, on a juste reproduit. Donc, caméra, partage d'écran, logiciel, à distance, on a juste reproduit. Mais au fil du temps, dépendamment quand on réécrit les programmes, des fois, on ne fait pas juste modifier, c'est qu'on change complètement le sens de l'évaluation pour encore mieux l'adapter à notre situation. Puis on se repose des questions sur c'est-tu la bonne évaluation, c'est ça qui va aller développer la bonne compétence. Puis des fois, ça change de tout au tout, là, toujours en ensemble les paramètres du cours. Mais oui, il y a une réflexion à faire avec ça là, sur la façon de faire, la façon de le corriger après, sur l'intégrité académique, comment je peux m'assurer qu'il n'y ait pas de plagiat. Donc, pour donner peut-être quelques conseils, c'est que nous autres, on s'est rendu compte aussi que c'était des évaluations à livre ouvert. On a arrêté de basculer vers du par cœur ou des choses comme ça. Parce que des fois, dans le début d'une compétence, il y a beaucoup de par cœur à ça. Puis on est allé beaucoup vers des livres ouverts, des questions ouvertes, des mises en situation, des travaux à remettre. Donc, quand on va dans ce volet-là, des présentations PowerPoint, mais que la personne faisait debout devant son écran, puis elle partage son écran comme si elle était en classe, en fait. Mm-hmm. Donc, ça amène une réflexion, là, ça c'est sûr. Puis, il n'y a pas de recette miracle. Les gens, des fois, cherchent toujours le logiciel qui va contrôler tout à distance. Ben, il y a 10 ans, peut-être que les gens avaient un ordinateur, là, mais aujourd'hui, ils ont une tablette, 2 ordis, un téléphone. Fait que des chances de tricher durant une évaluation sont beaucoup plus grandes qu'avant. Ça demande une réflexion. Ça demande des fois pour des travaux, des remises balises aussi pour savoir où ils sont bons avec leur travail, leur questionner. Des fois, ça va être des entrevues pour s'assurer que c'est bien eux qui ont fait le travail. Fait qu'il y a plusieurs choses qu'on peut faire pour s'adapter et s'assurer que ce soit bien fait, mais c'est sûr qu'il y a du temps derrière ça. Il faut être conscient de ça. Oui. Il y a beaucoup de formations et beaucoup d'informations maintenant disponibles avec l'arrivée de l'intelligence artificielle puis la réflexion portant justement sur l'évaluation, la réalisation des travaux. Alors moi, j'encourage les gens à s'interroger dans leur façon d'évoluer en lien avec ça parce que les principes qu'on met en place pour contrer l'arrivée de l'intelligence artificielle dans la réalisation des travaux, ben ça vaut aussi pour tout ce dont on parle présentement. Moi, mon expertise est davantage sur la formation pratique en enseignement, mais on applique déjà des éléments qui sont transférables ailleurs, avoir des travaux très contextualisés. Donc, les stagiaires, ils parlent de ce qu'ils font. On est ancré dans leur pratique, ils parlent d'eux. D'avoir une granularisation aussi et plusieurs moyens d'évaluation. Donc, des segments précis, de s'appuyer sur des captations vidéo. Donc, encore une fois, ils se voient, ils s'analysent, ils parlent d'eux. Là, je suis dans un contexte de formation à l'enseignement quand je dis ça, mais il y a d'autres métiers qui peuvent s'inspirer de ça aussi, où il y a des procédures qu'on peut analyser et qu'on peut vraiment profondément contextualiser en lien avec ça. Ensuite, de demander, René l'a dit, les présentations orales, de varier. Le travail Word là, écrit avec des définitions, là, on peut l'interroger, mais d'avoir des différents modes de transmission de l'information quand les étudiants sont évalués, eux-mêmes peuvent le dire autrement ou démontrer leurs compétences autrement, ben c'est à favoriser. Mais ça, je pense que c'est pas propre à la formation hybride ou comodale ou à distance. C'est une réflexion qui s'impose dans nos modes d'enseignement. En enseignement supérieur, je pense qu'il faut y réfléchir de toute façon. Ouais, c'est vraiment dans une période charnière. Là, je te dirais qu'avant, on pensait juste que c'était la formation à distance ou la formation hybride où il fallait réfléchir à ça. Là, comme tu l'apportes, Lucie, c'est vraiment l'enseignement général actuellement qui est touché par le développement technologique qui nous touche grandement. C'est certain que ça amène une plus grande réflexion des équipes, là, tout ça. Puis, tu sais, il n'y a pas toujours la solution miracle là, de la bébelle qui va faire ça à notre place. Puis quand tu parles, bon, on est-tu mieux d'exiger, exemple, une évaluation en présence?
Bien, évidemment, là, faut y réfléchir. Si on est dans un mode hybridation où il y a beaucoup de présence, c'est facile de calculer ces temps où tu auras tes évaluations sur place selon les déplacements qui sont prévus. Mais si tu t'en vas plus vers le 80% où c'est beaucoup plus à distance qu'en présence, bien évidemment, tu vas avoir des évaluations à distance. Puis là, faut y réfléchir vraiment. Puis j'ouvre une porte dans l'idée que maintenant, dans la convention, pour nous, au collégial, c'est statué dans la convention des enseignants qui peuvent exiger et que les évaluations soient sur place. Okay. Et que ça amène une autre dimension actuellement où l'établissement va être obligé de le coordonner. Mais je peux vous dire que pour rendre service à l'étudiant, en fait, en termes de déplacement, pour rendre service à toute la logistique que ça l'implique pour l'avoir déjà fait, quand tu as du monde réparti à la grandeur du Québec, ça devient une exigence un peu complexe. Là. Quand tu as du monde dans Abitibi qui étudie au Cégep de Matane, faire une évaluation sur place, ça l'implique qu'il faut collaborer avec d'autres collèges pour faire une évaluation sur place. Puis à la fin, parce que c'est ça qu'on faisait au début, c'est moi qui coordonnais tout ça, puis je me suis rendu compte que parce qu'au début, on était en modification, en adaptation, mais maintenant, on a repensé nos évaluations, puis ils se faisaient très bien à distance. Fait que ça peut être un facteur de résistance au départ, là, mais par la suite, quand tu réfléchis à ça, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent se faire. En fait, on peut aller très loin là, dans l'évaluation à distance si on se donne les moyens de le faire. Mm. Je vais peut-être terminer avec la dernière question qui nous provient de Natacha Hippolyte sur LinkedIn aussi. Je vais la modifier un peu. En fait, donc Madame Hippolyte nous demandait quels sont les moyens, comment augmenter le taux de rétention des apprenants en formation à distance. Mais bon, on a parlé un petit peu de l'engagement tantôt. Je vous poserai peut-être une question un peu connexe, mais est-ce que d'après vous, est-ce que vous avez constaté qu'il y avait un taux de rétention plus faible des personnes étudiantes avec le contexte hybride ou plutôt le contraire? Moi, j'aurais tendance à croire que puisque ça rend la formation peut-être plus accessible. Ma réponse sera brève. Moi, j'ai pas ces chiffres-là. Je ne le sais pas. Pour ma part, dans la formation pratique, quand on emmène la présence dans une formation entièrement à distance asynchrone, les étudiantes et les étudiants apprécient cette modalité-là et apprécient d'avoir une relation et de voir la personne qui vient de l'université. Il y a quelqu'un derrière les écrans. Donc, pour nous, je pense que c'est un avantage pour la formation, pour la supervision de stage, d'avoir une dimension présentielle qui rend la supervision hybride. Je pourrais même dire que c'est basé sur des impressions et pas sur la recherche que ça pourrait être un facteur de persévérance parce qu'on peut intervenir rapidement, efficacement et la relation affective se construit durant la formation pratique à cause de cette proximité-là, tant synchrone que la part présentielle. Mm-hmm. Oui, parce qu'en fait, j'ai pas de données non plus là, vraiment là-dessus, mais dans l'expérience personnelle, le volet hybride qui est en soins infirmiers, je peux. Là, c'est juste la perception des deux cohortes qu'on a eues, mais la perception, en fait, si les gens abandonnaient tout ça, c'était pas relié au fait que puis comme ils se déplaçaient quand même souvent, j'ai pas senti que c'était un enjeu particulier. Par exemple, ce volet-là, mais ce qu'on s'est rendu compte dans ce cas-là, en fait, c'est comme l'enseignement site à site. Les professeurs étaient à Matane, puis il y avait une cour d'étudiants à Saint-Anne-des-Monts. Mais ce qu'on s'est rendu compte, c'est que la classe, par exemple, parce qu'il y avait l'effet classe, ça, n'était pas chacun dans leur maison, mais l'effet classe, on s'est rendu compte que le groupe à Saint-Anne-des-Monts se prenait beaucoup plus en charge comme étudiants, comme il n'y avait pas d'enseignants dans leur classe. Fait qu'on a eu un effet groupe, en fait, là, qui a été plus important, la classe qui était à distance que la classe qui est en présence avec les enseignants. Mais les enseignants, de temps en temps, voyageaient là, d'un endroit à l'autre. Mais puis la persévérance qu'elle va toucher aussi, c'est nous autres, ce qu'on a vu en formation continue, c'est que quand c'était complètement asynchrone, il y avait un grand désengagement des étudiants. Quand on a rajouté un volet synchrone, là, je parle pas d'hybridation, mais vraiment un volet synchrone où les étudiants étaient tous la même journée à la même place pour l'effet groupe, là, on a vu vraiment une grande augmentation de la persévérance parce que je pense que d'être tout ensemble, peu importe que ce soit à distance ou en présence, va créer ce sentiment-là qu'on va moins décrocher. Parce qu'il y a très peu d'étudiants qui sont capables vraiment de dire, ben moi, je suis asynchrone, puis je suis capable d'être tout seul, autonome, puis poursuivre.
Ça, on l'a compris qu'il faut aller les rattacher sur le synchrone, mais pas spécifiquement là, sur le modèle hybride là, comme tel, parce que je pense que ça compense un peu ça. Comme on est hybride, on se voit souvent. Fait que je pense que ça compense beaucoup ce volet-là. Là. Super. Merci. C'est la fin de c'est la fin de notre discussion. C'était vraiment riche et intéressant. Merci à vous deux, Lucie et René, d'avoir partagé vos savoirs, votre expérience avec nous. Cher auditoire, j'espère que la discussion d'aujourd'hui vous aura apporté un nouvel éclairage sur l'hybridation. Je vous invite à porter cette réflexion dans vos propres pratiques pédagogiques. Je vous remercie d'avoir été à l'écoute, puis je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode où on continuera de discuter des facettes du monde de la formation à distance en enseignement supérieur. À bientôt!